Bonjour, certains l'appellent l'autre pandémie. On se souvient des images de ces jeunes explosant de joie ce jeudi soir de mars 2019 quand Emmanuel Macron annonce la fermeture des écoles. Ces images nous semblent aujourd'hui bien loin puisque pour ces jeunes, il a été question de confinement, d'isolement, une fragilité silencieuse qui a été exacerbée, puis l'idée que l'on est un fort vecteur de la propagation du virus. Le Covid a un effet encore aujourd'hui sur la santé mentale des jeunes et la Nouvelle-Aquitaine est particulièrement touchée. La Mutualité française publie un observatoire sur le sujet. On en parle tout de suite avec son président en Nouvelle-Aquitaine, Bertrand Dupuy. Bonjour. Dans la seconde partie de cette émission, nous écouterons psychiatres, associations de proches, ARS, nous faire un état des lieux du terrain, nous aider à comprendre ce qui se passe et comment trouver du soulagement. Nous ferons aussi un point sur les annonces d'Emmanuel Macron lors des assises de la santé mentale. Bertrand Dupuy, vous êtes, je le disais donc, président de la Mutualité française en Nouvelle-Aquitaine. Vous fédérez 200 mutuelles. Vous êtes par ailleurs docteur en droit, un membre actif d'associations étudiantes. La santé mentale des jeunes, c'était donc pour vous une thématique importante. Oui, tout à fait. C'est sur ces questions en fait que j'ai démarré mon engagement mutualiste, puisque j'ai commencé mon droit, comme vous disiez, à Agen, et lors de ma présidence du bureau des étudiants à Agen, j'ai commencé cet engagement associatif par des stands de prévention, lors notamment des soirées étudiantes, mais pas que. Donc effectivement, c'est vraiment sous cet angle-là que j'ai débuté cet engagement. Et alors pourquoi là, la Mutualité française a souhaité s'intéresser de près à cette santé mentale, essayer d'avoir donc un observatoire de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays? Alors peut-être pour démarrer quelques chiffres et quelques éléments de définition. En France, 1 personne sur 5 est touchée chaque année par un trouble psychique, ce qui représente une part non négligeable de la population. La santé mentale, deuxièmement, est le premier poste de dépenses par pathologie de l'assurance maladie, à hauteur de plus de 23 milliards d'euros. À titre de comparaison, les cancers, c'est un peu plus de 19 milliards. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas en tête et qui est sous-estimé dans l'inconscient collectif. Et le taux de suicide en France est légèrement supérieur à 13 pour 100 000. C'est un des plus élevés en Europe qui avoisine les 10. Alors là, je vous arrête. C'est vrai que vous parlez de ces dépenses qui sont très importantes pour la sécurité sociale et qui semblent en effet invisibles parce que finalement, aujourd'hui, la santé mentale, on ne sait pas bien ce que ça représente, ce qu'il y a derrière. Oui, alors, tout à fait. La santé mentale, il y a une définition de la santé mentale qui est donnée notamment par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est un état de bien-être, donc quelque chose qui est difficile à quantifier, dans lequel, nous dit l'OMS, la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et fructueux et contribuer à la vie de sa communauté. Donc ce sont des éléments qui sont difficiles à appréhender pour tout un chacun. C'est ça, la frontière avec la pathologie, on en parlera dans le second plateau avec le psychiatre qui sera présent, mais la frontière avec la pathologie n'est pas toujours évidente à cerner. Ça. En fait, cette définition nous invite à penser que cette santé mentale, en fait, c'est tout ce qui contrarie dans notre existence, tout ce qui est contrarié dans notre existence par un élément psychique, voilà, tout simplement. Et il y a 2 catégories de troubles psychiques. Il y a des troubles psychiques fréquents, légers à modérés. Donc, ce sont les troubles dépressifs, l'anxiété. Certains travaux englobent aussi les addictions. La question des addictions n'est pas neutre, puisque notamment il y a une consommation excessive d'alcool des jeunes, avec l'équivalent quand même de 130 bouteilles de vin par an, contre 100 bouteilles en moyenne dans les pays de l'OCDE. Quand on parle de jeunes, là, on parle de quelle tranche d'âge ? 15-34 ans. Oui, okay. 15-34 ans. Il y a aussi, premièrement, il y a la surconsommation d'alcool, il y a la consommation de cannabis également. Presque 22% des 15-34 ans ont consommé au cours des 12 derniers mois.
ce qui est là aussi loin d'être neutre. Et puis il y a aussi, on est un petit peu les champions du monde de consommation de médicaments psychotropes qui effectivement là aussi n'est pas de nature à nous rassurer sur ces éléments. Alors je vous disais, il y a les troubles psychiques fréquents, légers à modérés, et puis il y a les troubles sévères et persistants, c'est-à-dire les troubles chroniques qui sont plus rares, plus durables dans le temps. Ce sont les troubles psychotiques comme la schizophrénie et les troubles plus sévères comme la bipolarité par exemple. Alors, je vous propose de regarder le chiffre là tout de suite sur le taux d'hospitalisation pour tentative de suicide des 12-18 ans. On voit que donc en Nouvelle-Aquitaine, les données sont vraiment disparates. C'est suivant les départements, c'est extrêmement différent. Donc, on voit que la Gironde, les Charentes-Maritimes sont très touchées. Au contraire, les Pyrénées-Atlantiques le sont beaucoup moins. Y a-t-il un lien avec l'offre de soins? Je connais un petit peu la réponse parce que j'ai l'autre image qui peut venir tout de suite. On peut la montrer sur la densité de psychiatres, de pédopsychiatres. Finalement, c'est pas forcément corrélé ce lien entre les troubles et l'offre de soins. Alors il y a une grosse hétérogénéité effectivement de l'offre médicale en santé mentale. Certains départements comme la Gironde sont très bien pourvus et d'autres le sont moins, comme par exemple la Charente-Maritime ou la Corrèze ou la Dordogne. Et effectivement, il n'y a pas de corrélation directe entre ce taux d'équipement, j'allais dire cette densité de psychiatres et l'état de santé de la population, effectivement. Alors, en tout cas, ce que l'on peut remarquer, c'est que sur une moyenne sur la région Nouvelle-Aquitaine, on relève donc ces 19 hospitalisations liées à une tentative de suicide pour 10 000 jeunes âgés de 12 à 18 ans, contre 16 en France. Comment est-ce qu'on explique une telle différence ? C'est très difficile. Le constat est relativement facile puisqu'on s'appuie sur une étude quantitative, un échantillon représentatif de la population d'une part, et puis un échantillon également de professionnels, de psychiatres et de psychologues. Mais sur les questions, enfin sur les raisons, les raisons précises de cette situation, nous n'avons pas d'éléments parce que sur des départements qui seraient a priori comparables, où il y a par exemple une grosse métropole, je comparais par exemple la Haute-Garonne et la Gironde, les chiffres ne sont pas, il n'y a pas d'éléments comparables de manière flagrante, donc effectivement on est un petit peu... difficile d'avancer dans ces conditions, quand on ne sait pas finalement quelles ressources... Surtout que par exemple en Gironde, on pourrait penser qu'on est bien loti entre guillemets, puisqu'on a la proximité de l'océan, on a la ville, on a des territoires ruraux. Mais malgré tout, effectivement, on a un taux de suicide et un taux d'hospitalisation pour tentative de suicide qui est relativement élevé. Alors, ce que l'on observe aussi, c'est une hausse du recours aux urgences pour troubles psychologiques depuis la fin 2020 chez des très jeunes, chez les 11-14 ans. Il y a un rajeunissement. Les diagnostics sont-ils, selon vous, assez précoces? C'est aussi pour ça que Mutualité Française a envie de communiquer aujourd'hui et de publier cet observatoire, parce qu'il faut, dès le plus jeune âge, dès que possible, diagnostiquer. Alors une chose est sûre, cet observatoire que nous avons mené avec la Mutualité Française établit un diagnostic sur 3 enjeux majeurs, et au premier rang desquels, vous le soulignez, une prévention qui est très clairement sous-dimensionnée. Il faut, sur cette question de la pathologie mentale et de la fragilité mentale, qui n'est pas honteuse, hein, je pense que ça il faut vraiment le rappeler, beaucoup de gens sont un petit peu dans le déni parce qu'on a une représentation de la pathologie mentale, de la fragilité qui est un petit peu péjorative. Il faut démarrer en fait ce combat contre la pathologie mentale en changeant de regard, en positivant les choses. C'est crucial, c'est un préalable qui est impérieux. C'est important, mais comment est-ce qu'on s'y prend ? Vous voyez, comment faire ? Alors on en parle, il y a des assises, il y a un gouvernement, on va en parler, qui prend la parole, il y a le Covid qui a finalement exacerbé, mis en lumière aussi.
Oui, effectivement, le Covid a mis en lumière ces fragilités. Alors, comment on fait? Bien, on met en place des actions de sensibilisation, de communication pour déstigmatiser. Ça, c'est vraiment la première chose. Déstigmatiser les troubles mentaux. Comme je vous le disais, il y a d'importants préjugés sociétaux. C'est vrai qu'on est souvent renvoyé à cette notion très vague qui n'est pas médicale, d'ailleurs, de folie. Ça fait peur, en fait, Ça fait peur. Parce que c'est invisible Et puis, on peut le cacher. il y a un caractère honteux. Et puis, on a tous parfois des fragilités, des passages un petit peu compliqués dans son existence. Et où se place finalement le curseur entre le simple petit passage à vide et la pathologie mentale naissante, j'allais dire. Effectivement, c'est compliqué. En tout cas, les personnes qui sont touchées par ces fragilités sont bien souvent marginalisées avec le temps et se marginalisent elles-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre le plus en amont possible les dispositions pour faire en sorte qu'elles soient prises en charge. Et donc, c'est travailler aussi, informer différemment les établissements scolaires? Oui, il faut travailler avec les établissements scolaires. De manière générale, il faut remettre le paquet, je pense, sur les médecines préventives, qui sont le parent pauvre de la santé publique, la médecine scolaire, la médecine universitaire, la médecine du travail. Est-ce qu'il y a aussi une communication à faire à destination des médecins généralistes, dont on sait qu'ils sont en fait, pour la plupart du temps, ils jouent le rôle de thérapeutes qu'ils ne sont pas? Oui, c'est tout à fait vrai. Les médecins généralistes sont parfois un petit peu démunis sur ces questions de santé mentale, et pourtant c'est la porte d'entrée. C'est vrai qu'un patient va se confier à son médecin généraliste et ensuite à charge pour le médecin généraliste soit de l'orienter vers un psychiatre ou soit de commencer à faire le travail, le premier travail qui souvent va s'inscrire dans la durée. C'est vrai que les médecins généralistes doivent pousser peut-être davantage, alors je ne suis pas médecin moi-même, hein, mais à faire des psychothérapies quand ils sentent qu'effectivement il y a des fragilités. Ça n'est pas, encore une fois, ça n'est pas honteux, la fragilité n'est pas honteuse. Alors, des médecins généralistes qui vont être prescripteurs. Emmanuel Macron a annoncé récemment donc un dispositif qui est composé notamment de prise en charge, remboursement à hauteur de 40 € pour la première consultation, 30 € pour les suivantes. Il ne s'agit pas d'un remboursement partiel, mais bel et bien du coût de la consultation. Donc, ce sera fait sur volontariat de la part des thérapeutes. Vous en pensez quoi ? Écoutez, c'est une très bonne idée. Il nous a suivis, le président de la République, en annonçant le remboursement des consultations. Nous, on est parti sur un constat. Avant intervention d'une mutuelle, c'est la prise en charge de la santé mentale, c'est 1 300 € par an. Après intervention mutuelle, c'est 200 € par an, le reste à charge. Donc, avec, comme vous le disiez, les effets de la Covid, on a dit que c'était le moment vraiment de mettre le paquet parce qu'on a senti que, en fait, la question allait exploser. Donc, c'est la raison pour laquelle on a, dès le printemps, mis en place un dispositif d'urgence. Les mutuelles ont mis en place un dispositif d'urgence pour rembourser jusqu'à 4 séances chez un psychiatre psychologue à hauteur de 60 €. Alors, ce qui n'est pas exactement la même chose pour les psychologues, justement. Hein. Ils disent bon, c'est pas tenable, on ne peut pas faire des consultations à 30 €. Oui, c'est ça. Alors, c'est la critique qui est adressée à Emmanuel Macron. Alors, premièrement, c'est un très bon signal qu'a adressé Emmanuel Macron dans la déstigmatisation de la santé mentale. Deuxièmement, comme je vous le disais, c'est une mesure qui est prise dans la roue de la mutualité, qui est certes moins généreuse, mais encore une fois, c'est un excellent signal. Cependant, c'est une mesure qui est insuffisante en soi. Il faut envisager les choses de manière plus globale, avoir une approche plus globale de la santé mentale. Ce que je souhaitais dire également, c'est que, et ce qui nous a alertés, nous, à la Mutualité française, c'est que la psychiatrie est la spécialité la plus consultée à distance. Après la médecine générale, 6,4% de l'ensemble des consultations, ce qui représente un nombre énorme. Alors, il y a aussi eu un boom pendant le premier Exactement. confinement. Les téléconsultations en psychiatrie ont connu une croissance exponentielle lors du premier confinement, avec près de 80 000 consultations en avril 2020. Il y a eu un boom énorme. Oui. Ouais. Et on comprend la nécessité. Il y a aussi dans les annonces d'Emmanuel Macron des embauches dans les centres médico-psychologiques, 800 embauches au total en France. C'était aussi une demande.
de la mutualité française. Oui, c'est une demande. Il faut absolument mettre en place les ressources pour faire en sorte pour prendre en charge les patients de manière urgente et surtout de manière globale et surtout dans un délai raisonnable. Là, la mesure qui a été annoncée par le président de la République n'entrera en vigueur qu'en janvier 2022. Et que se passe-t-il sur les mois qui précèdent janvier 2022 ? Vous voyez, donc il y a quand même une urgence puisqu'on est en train, espérons-le, de sortir de la crise du coronavirus, mais malgré tout, la pathologie mentale est une maladie, le docteur le dira mieux que moi, mais c'est une maladie qui a des signes avant-coureurs et qui s'installe petit à petit de manière un petit peu insidieuse. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut identifier les premiers signaux et les traiter les plus en amont possible. Ça fait partie des constats que l'on a relevés dans notre observatoire consacré à la santé mentale des jeunes. Et le deuxième, si je peux me permettre, donc le premier constat qu'on a identifié, c'est la prévention, le déficit de prévention. Ensuite, c'est l'offre de soins. On en a un petit peu parlé, avec une densité des psychiatres et des psychologues très inégale en fonction des territoires. Et enfin, troisièmement, c'est l'accessibilité des soins qui est largement perfectible. Voilà. Oui, c'est-à-dire que c'est cher. C'est cher. C'est souvent cher. Voilà. C'est souvent cher et suivant les zones, c'est très cher. C'est cher et puis est-ce que c'est au fond aussi une profession qui est, je sais pas, qui manque de main-d'œuvre justement? Est-ce qu'il faut inciter les jeunes à partir dans cette voie-là Oui, tout à fait. Alors là aussi, le ministre de Solidarité et de la Santé, Olivier Véran, nous a un petit peu suivis puisqu'il a créé un diplôme d'études spécialisées. Donc qui va mettre du temps à être actif, mais là aussi il a créé un diplôme pour effectivement rendre plus attractifs ces métiers et surtout faire en sorte que les internes soient plus sensibilisés à cette spécialité médicale qu'est la psychiatrie. Alors, ça a mis aussi, là, les différentes annonces, un coup de projecteur sur ce qu'on appelle donc les CMP, les centres médico-psychologiques. Pour ceux qui ne connaissent pas ces lieux, c'est une ressource importante que l'on a à disposition. C'est une ressource importante, c'est une ressource essentielle même. Et là aussi, il y a une disparité qui est importante sur le territoire. Par exemple, vous en avez 13 dans les Landes et vous en avez 3 en Corrèze, par exemple, et 4 en Gironde. Vous voyez, la Gironde est un petit peu sous-dotée en termes de centres médico-psychologiques. De manière générale, sur la question de la santé mentale, il faut vraiment envisager les choses globalement et assurer un suivi dans la durée. Je pense que c'est vraiment ça qui est important. Il y a ça, et ce que disait aussi le gouvernement, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Oui. C'est-à-dire que la santé mentale ne doit plus être séparée de la santé globale. Oui, il ne faut pas faire cette de distinction stérile. Encore une fois, la fragilité n'est pas honteuse. Il faut développer une culture de la santé mentale et la santé mentale doit être au cœur des dispositifs de santé publique et de manière puissante et transversale. C'est vraiment essentiel. Alors, vous disiez tout à l'heure, vous avez été entendu sur plusieurs de vos propositions. Il y en a encore bien d'autres. Je pense par exemple à ces résidences post-hospitalisation. Il y a différentes propositions encore qui restent à explorer. Oui, tout à fait. Alors, on a fait 10 propositions avec la Mutualité française qui sont axées autour de 3 thématiques. Alors, la première, c'est, j'en parlais, développer une culture de la santé mentale avec... encore une fois, développer des actions de sensibilisation, de déstigmatisation par la communication. Ensuite, organiser un dépistage précoce. C'est vraiment essentiel des troubles psychiques parce que pour éviter l'aggravation. Renforcer les compétences psychosociales aussi, c'est important. Il faut soutenir l'entourage, aider les aidants, ça aussi c'est fondamental. L'axe 2, c'est la facilitation de l'accès aux soins, c'est-à-dire prendre en charge de manière graduée et adaptée la sévérité des troubles, en intégrant les psychologues dans le parcours de soins. On en a un petit peu parlé, mais c'est vraiment essentiel. La santé mentale, c'est l'angle mort, et il faut vraiment là désormais que lors des années qui viennent, que ce ne soit plus l'angle mort, et il va falloir gommer les disparités territoriales. Alors ces disparités territoriales,
territoriales sont aussi en cohérence avec les déserts médicaux, évidemment. Bien Donc sûr, là, bien sûr. c'est une Il y a aussi réflexion donné envie aux professionnels d'aller s'installer ailleurs. sur les territoires peut-être un peu moins attractifs, un peu plus ruraux. Donc là, les élus ruraux ont fort à faire pour effectivement rendre plus attractifs ces territoires. Il faut aussi favoriser l'émergence de nouveaux métiers. On en a un petit peu parlé avec le diplôme d'études spécialisées mis en place par Olivier Véran. Organiser une gradation, une coordination des soins avec des médecins généralistes qui doivent être formés, on l'a dit, et dotés d'outils d'aide au diagnostic, parce qu'à ce jour, ils ne sont pas suffisamment formés, et encourager, vous le disiez également, le développement des résidences d'accueil, et surtout pour prendre en charge, pour resocialiser, pour faire en sorte que après l'hospitalisation, les patients puissent revenir petit à petit dans la vie normale, entre guillemets, de manière accompagnée, de manière sécurisée, pour stabiliser leur état. Il faut accompagner enfin et prendre en charge ces personnes, les personnes en grande précarité sociale. Là aussi, c'est le parent pauvre du parent pauvre. Il faut développer les équipes mobiles de psychiatrie précarité. Et du coup, pouvoir aller sur tous les territoires. Oui, et je voudrais rajouter deux petites choses qui me semblent également importantes. On propose également un bilan psychiatrique à tout demandeur d'asile qui peut souffrir d'un stress post-traumatique, puisqu'un demandeur d'asile, par hypothèse, il vient chez nous parce qu'il a été en difficulté chez lui. Et également, plus de la moitié des personnes détenues, on n'en parle pas souvent, des personnes détenues, donc qui sont en prison, ont, pour la moitié d'entre eux, des antécédents de troubles psychiatriques. Donc là aussi, de gros efforts à faire. Et le troisième axe, c'est améliorer l'accès financier aux soins. On en a parlé avec donc la proposition de la Mutualité française qui a été donc validée par le président de la République. C'est un début en tout cas. Merci beaucoup Bertrand Dupuy d'avoir participé à cette première émission. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour un second plateau avec des intervenants de terrain. Ils feront donc un état des lieux de la situation de nos jeunes, les signaux qui doivent alerter et les prises en charge possibles. À tout de suite. Nous venons de le voir grâce à l'Observatoire de la Mutualité française de Nouvelle-Aquitaine, c'est un fait. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à avoir besoin d'aide. Nous allons comprendre la situation et les issues possibles pour ces jeunes en souffrance grâce à nos invités. Bonjour à tous. Bonjour Anne-Sophie Lavaux. Vous êtes directrice déléguée à l'autonomie à l'ARS Nouvelle-Aquitaine, l'agence régionale de santé, dont les grandes missions sont l'organisation de la santé et la gestion de crise en liaison avec la préfecture. Anne-Cécile Raïs, vous êtes directrice de l'espace santé étudiant. Vous êtes donc en pleine rentrée, en présentiel cette fois-ci. Agnès Aubert, bonjour. Vous êtes un membre très actif de l'UNAFAM, cette association de proches de personnes souffrant de troubles psychiques. Et puis docteur Nicolas Lacoste, bonjour. Vous êtes psychiatre au Centre de santé mentale mutualiste de Bordeaux. Pour démarrer, docteur, que signifie la santé mentale? Où commence-t-elle, où s'arrête-t-elle? La santé mentale commence dans le quotidien de chacun, c'est-à-dire notre sentiment de bien-être, de capacité à affronter les choses que nous avons à faire avec calme, un état émotionnel agréable et affronter les éléments de la vie que nous avons à réaliser, à la fois au niveau professionnel, à la fois au niveau familial, ou à la fois au niveau intime. Donc, oui. Où se situe la bascule, en fait, à partir de quand on a ce sentiment de bien-être qui peut devenir ou de mal-être qui peut devenir une pathologie? Alors, je crois que la limite, c'est la question de la souffrance. Donc ça, c'est éminemment subjectif, mais il y a quand même des signes repérables. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a des éprouvés à la fois douloureux. Alors, il y a tout un tas de symptômes, mais à notre époque, nous avons aussi des symptômes qui sont plus prévalents autour de l'anxiété, de la tristesse, de la difficulté à trouver de l'énergie, de la difficulté à trouver du plaisir à ce que l'on fait. Et là, on se sent décalé par rapport à ses habitudes, et ce qui fait le plaisir de vivre habituellement. Ça touche quel jeune aujourd'hui? Quel type de jeune? Y a-t-il un profil? Moi, je ne crois pas qu'il y ait de profil. De mon expérience à moi, il n'y a pas de profil particulier. Ensuite, l'expression de cette souffrance va être
très particulière à chacun. Mais je ne crois pas qu'il y ait de profil. Anne-Cécile Raïs, vous partagez cet avis? Il n'y a pas de profil d'étudiants particulièrement fragilisés? Oui, absolument. On a vraiment... ça s'insère dans toute la population étudiante. Alors, il y a des contextes qui peuvent fragiliser, il y a des personnalités, peut-être qui peuvent fragiliser, mais non, très clairement, j'ai pas non plus d'enjeu sur... Alors, lorsque j'ai échangé avec chacun de vous en préparant cette émission, vous avez tous démarré par le commencement, c'est-à-dire le premier confinement, ce moment où tout a basculé. Comment ça s'est passé à l'espace santé étudiant ? Comme partout, un peu avec beaucoup de sidération, je crois, pour les étudiants, pour les équipes, pour l'université, comme pour la société. Et oui, on a vu dans ce premier confinement quand même des étudiants dans des chambres un peu seuls, en souffrance, en difficulté. Donc on avait mis en place un numéro de téléphone, ils pouvaient nous appeler. Et oui, c'est ça. Comment les identifier quand ils sont enfermés dans leur chambre ? Ils ne sont plus du tout repérables. Oui, mais en même temps, je pense qu'ils demandaient aussi de l'aide. Là, je pense qu'il y avait quelque chose aussi autour de j'ai besoin de parler à quelqu'un, j'ai besoin de trouver... Il y avait cette urgence. Il y avait l'urgence, et puis il y avait aussi une forme de solidarité. J'ai vu des ponts entre des services, des gens nous appelaient. Voilà, il y a eu quelque chose aussi de très mobilisateur du point de vue de l'ensemble de la communauté, je trouve, à ce moment-là. Comment ça s'est passé du côté des proches des patients ? Alors, ça s'est passé de deux manières différentes. D'abord, il faut savoir que entre 30 et 40% des personnes qui ont des troubles psychiques sévères et persistants vivent dans leur famille. Donc, cette population-là a bien vécu le premier confinement. C'est-à-dire que cet isolement auquel, finalement, ils étaient déjà habitués. Tout à fait. Ils se sont retrouvés dans un cocon. Et cette première période s'est très, très bien passée. Ça a été moins vrai pour des jeunes qui se sont retrouvés dans leur famille avec des premiers prémices de troubles psychiques. Et là, c'est vrai que, je rejoins tout ce qui a été dit, ils n'étaient pas tous étudiants, mais ils ont tous vécu très très mal ce premier confinement avec une perte de repères, perte de copains pour les plus jeunes, qui a été vraiment très très dur à vivre. Docteur, comment est-ce que quel est votre regard, votre expertise et votre retour de terrain? Oui, je rejoins Madame Aubert. Plus largement que la situation des étudiants elles-mêmes, il a été important à un moment donné de ne pas avoir perdu de vue, parce que de nombreux patients étaient déjà pris en charge, y compris des étudiants. Donc là, les équipes, avec passé la sidération, comme on l'a dit, ont essayé de se remettre au travail, de garder le lien, limité évidemment par la situation sanitaire où les habitudes étaient complètement bouleversées, le contact direct rendu difficile. Donc par tous les moyens, on a essayé de garder le lien. Donc il y a de nouvelles choses qui ont été créées à cette occasion. Des inventions, des choses qui étaient déjà, je pense, un peu dans les cartons, mais qu'on n'osait pas faire. Donc des choses Comme quoi, par exemple? Alors, évidemment, il y a eu un essor de la téléconsultation, ça c'est évident, et puis aussi des moyens de soigner à distance. Il y a l'endroit où je travaille, il y a des ateliers à distance qui ont été faits, c'est-à-dire la possibilité de se retrouver à une heure donnée, à un numéro donné pour partager un moment. On a mis en place aussi des choses en ligne, c'est-à-dire la possibilité que les patients puissent adresser des créations, des témoignages. Mais ça marche pour les patients qui sont donc déjà identifiés. Déjà pris en charge, oui, voilà. Effectivement. Mais pendant quelques semaines, je dirais, on s'est vraiment consacré à eux. On était dans une situation tout à fait exceptionnelle et on a tout concentré sur eux. Puis, à un moment donné, on a pu, une fois tout cela stabilisé, réouvrir le soin au nouveau. Parce que la question de l'impact psychique s'est rapidement posée. Comment ça s'est passé du côté de l'ARS? On le sait, vous avez été extrêmement sollicité pendant cette période, ce début de crise sanitaire. Comment est-ce que vous avez pu prendre en charge, répondre aux questions des professionnels du terrain? Alors d'abord, peut-être dire que l'ARS a concentré son action sur 4 grandes missions principales. Le premier, c'était d'aider au repérage des patients contaminés par la Covid-19, donc organiser le dépistage, le contact tracing et les clusters. Donc ça, c'était une première mission principale au début de la crise sanitaire. Il y avait évidemment l'accompagnement des hôpitaux dans l'organisation des flux de patients, Covid, et également tout le reste de l'organisation des soins. Accompagner les établissements médico-sociaux pour qu'ils puissent poursuivre leurs accompagnements
Je pense aux personnes en situation de handicap, évidemment les personnes âgées dans les EHPAD, mais également les personnes en situation de précarité qui sont prises en charge dans les dispositifs médico-sociaux. Et puis également, on a contribué plus récemment, là, depuis le début de l'année, au dispositif de vaccination. Donc ce sont des nouveaux métiers qui ont été investis par l'ensemble des équipes de l'ARS, avec une mobilisation tant au niveau du siège que des délégations départementales. Alors au niveau régional, nous avons organisé le partage d'informations, la diffusion des consignes auprès des établissements, avec des temps d'échange réguliers avec les fédérations représentant les établissements, les professionnels de santé, libéraux également. Et au niveau des délégations départementales, des réunions régulières étaient organisées avec les établissements pour expliquer les consignes nationales qui étaient diffusées, régionales quand il y avait des adaptations qui étaient faites, et avoir des remontées de terrain sur les difficultés d'adaptation dans la mise en œuvre. En ce qui concerne les établissements psychiatriques, les premières consignes ont été reçues en mars, comme l'ensemble des établissements de santé, pour qu'ils s'organisent pour repérer et s'adapter au niveau de l'organisation somatique, notamment, pour qu'ils puissent contribuer à la prise en charge des patients. Après, il y a effectivement eu, à partir d'avril, des consignes qui sont venues préciser sur les établissements psychiatriques les modalités de fonctionnement. Et là, il y a eu effectivement des modifications importantes, notamment le fait de réduire les consultations en présentiel, évidemment favoriser la téléconsultation, éviter le plus possible le recours à l'hospitalisation, les passages aux urgences, et enfin éviter les brassages de population, que ce soit dans les établissements ou dans les sites distants de l'hôpital. Est-ce que tout de suite, vous avez ces retours d'inquiétude sur la santé mentale, et les jeunes en particulier ? Assez vite, on a pris conscience que le confinement allait avoir un impact sur la santé mentale de la population. Et bien sûr, des personnes qui avaient leurs habitudes aussi de ce contact avec les CMP, avec les hôpitaux de jour, et que ces changements allaient avoir un impact sur leur quotidien. D'ailleurs, il y a eu un numéro national qui a été assez vite mis en place, dès avril 2020, un numéro national d'écoute qui avait été organisé par la Croix-Rouge au niveau national et organisé en relais avec les cellules d'urgence médico-psychologique dans l'ensemble des départements pour garantir une écoute et une réponse à cette inquiétude et à l'urgence médico-psychologique. Comment ça s'est passé on a beaucoup entendu parler des EHPAD, du fait de ne pas pouvoir aller visiter un proche en EHPAD. Comment ça s'est passé dans les établissements psychiatriques ? Alors, les visites ont été bien sûr supprimées. Ça a été très très dur. Et ce qui a été le plus dur, c'était quand une personne était hospitalisée, elle avait une obligation, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas des tests, rappelez-vous. Il y avait donc une obligation d'être isolée pendant un laps de temps. Et ça a été vécu très mal à deux niveaux. D'abord parce qu'il a fallu trouver des endroits où on pouvait isoler ces personnes, donc supprimer des chambres seules pour faire des chambres à 2 lits pour les autres patients. Et puis, ça a été très difficile pour les patients de se trouver complètement isolés. Alors, je me rappelle plus la durée, il me semblait que c'était 4-5 jours, je sais plus. Et puis après, il y a eu le problème que les visites n'étaient plus autorisées. Les sorties dans le parc n'étaient plus non plus autorisées dans certains établissements. Ça a été une période très difficile, à la fois pour les familles, et surtout pour les patients. Cette période de premier confinement, docteur, donc on a parlé de cette sidération, de l'isolement. Il y a aussi cette parfois violence des mots. On se souvient d'Emmanuel Macron qui parle de guerre. On se souvient de ces compteurs quotidiens, du nombre de morts. Ça a inévitablement une influence sur ces jeunes. Oui, surtout sur la population jeune, qui a une époque charnière de sa vie. Qui est dans un moment où, je vais dire les choses ainsi, où l'imaginaire est encore très important pour les plus jeunes. Et puis pour les plus âgés, les adolescents, les jeunes adultes, il y a la question de la projection vers l'avenir, de la confiance dans le monde qui existe autour d'eux, et aussi dans les appuis qu'ils peuvent trouver auprès des adultes. Et dans des moments où, effectivement, des thèmes, des vocables aussi marquants que la mort, l'effondrement, je pense que je me rappelle que le Premier ministre a employé ce terme à l'Assemblée nationale, il parlait d'effondrement. Donc je crois que c'est évident que dans des moments comme ça de l'existence, qui sont des moments de
de construction. Tout ça n'a pu complètement ébranler et troubler les plus jeunes. Et ça a pu aussi exacerber ceux qui avaient des fragilités, mais qui étaient silencieuses jusque-là. Je crois que quand on est quelqu'un qui est déjà en fragilité psychique, c'est le genre de thème qu'en soi-même, on a tendance à réfléchir, à penser. Toutes sortes de choses autour de la précarité, de l'inquiétude vis-à-vis de l'avenir, le manque de confiance en soi et dans les autres. Donc cette époque exceptionnelle, inouïe, a-t-on dit, a fait résonance auprès de gens qui avaient déjà ces thèmes en eux. Et je parle de silence parce que contrairement à un ado qui peut avoir des éclats de voix, là, à ce moment-là, les choses se sont parfois passées seul avec soi-même et à vivre, à prendre l'information comme ça brutalement. Oui. Alors, le paradoxe, c'est qu'au moment de ce confinement, les familles étaient quand même très regroupées. Il n'y avait plus de lieux d'ailleurs pour échanger. Potentiellement plus d'échanges. Voilà, potentiellement plus d'échanges, mais aussi, je pense, plus de tensions à l'intérieur des familles. On en a beaucoup parlé et je pense que chacun peut être gardé pour soi. C'est une hypothèse, pour ne pas nuire à une ambiance que l'on devait conserver, pour pouvoir cohabiter. D'accord. Donc ça a été pour ces jeunes de façon en fait inévitable, une période compliquée, alors que j'en parlais tout à l'heure dans le premier plateau, on se souvient de ces images des jeunes qui explosent de joie quand Emmanuel Macron dit « je ferme les écoles ». Personne n'imaginait, parce que autant l'ARS pouvait imaginer que ce qui se profilait, l'isolement, c'était compliqué, mais personne ne l'avait vécu, ces jeunes-là, les premiers. Oui, alors comme le disait Madame Aubert, ça a été aussi pour certains une sorte de répit, ce moment d'isolement. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait aussi des jeunes qui souffrent de ce qu'on appelle la phobie scolaire, c'est-à-dire l'inquiétude d'être dans le groupe des pairs à l'école. Et à un moment donné, il y a eu un soulagement de ne plus aller à l'école, au collège, au lycée, voire à l'université, pour certains étudiants. Donc peut-être que les cris de joie de certains étaient aussi pour d'autres le retour d'une grande inquiétude, c'est-à-dire celle d'affronter le monde. Il y a aussi une hausse de la prise des psychotropes à cette période-là. Oui, il y a eu l'observatoire, un observatoire a montré une hausse de la prise de psychotropes. Alors, toutes classes confondues. Alors, les chiffres varient, mais on est souvent sur des classes médicamenteuses de type anxiolytique, de type hypnotique, même antidépresseurs, antipsychotiques. Il y a eu plus 20% de dépenses liées à ces classes pharmacologiques. Alors là, vous qui êtes médecin, c'était pour le coup un médicament qu'on prescrivait un peu plus facilement que d'habitude ? Alors bon, je ne veux pas tomber dans un regard trop caricatural, mais c'est vrai que quand on est à distance, notamment la téléconsultation, peut-être, c'est une hypothèse de ma part, on est bien obligé de ponctuer le lien par un acte. L'accueil n'étant pas là, l'accueil physique, il était parfois nécessaire de soutenir et d'utiliser tous les moyens qu'on avait à disposition. Et c'est vrai que peut-être, alors qu'à une époque on aurait peut-être différé la prescription, pour soutenir, sécuriser, on a peut-être été un peu plus vite sur la prescription à cette époque-là. Agnès Aubert ? Oui, moi, je pense qu'il y a une majoration ou une apparition des conduites addictives, que ce soit le tabac, l'alcool, le cannabis, les écrans. Ça a révélé aussi, il n'y avait pas grand-chose à faire, donc il a fallu compenser cet ennui généralisé. Et on a vu quand même apparaître là vraiment de nouvelles conduites addictives. Et finalement, une mise en danger qui jusque-là pouvait être tout à fait normale à cet âge-là, mais qui a été accentuée. Oui. C'est ce que vous avez observé aussi auprès des étudiants que vous avez rencontrés à cette période-là et après, au moment du déconfinement, du déconfinement, une hausse de prise de psychotropes, une addiction plus présente. Je rebondis sur ce que disaient Monsieur Lacoste et Madame Aubert. Les étudiants étaient privés de socialité. Quand on est jeune, on sort, on rencontre, on vit aussi beaucoup avec les autres, privés de sport, privés de toute activité. Et il est vrai que dans ce contexte-là, oui, on a vu effectivement des étudiants
avoir des consommations un peu excessives de substances, même si pour ce premier confinement, ce qui était un peu différent des autres, il y avait quand même une cloche un peu sociale, c'est-à-dire personne ne sortait vraiment, donc voilà, on était aussi effectivement en intérieur, avec au moment du déconfinement, nous on a eu plus de soucis, en fait, on a eu les étudiants qui n'allaient pas bien, qui revenaient, là on a eu vraiment l'expression. Au moment de cette sortie aussi, il y a eu... Parce que ça s'est pas finalement passé comme on l'a imaginé. C'était pas la grande libération. On ne s'est pas tous retrouvés sur les terrasses et à faire la fête de la fin d'une pandémie. Et puis, toutes ces inquiétudes aussi sur les projections d'avenir qui concernent les stages, qui concernent les études, qui concernent aussi les métiers de demain. Enfin voilà, donc il y avait aussi ce terreau-là un peu d'inquiétude chez nos étudiants et voilà. Comment se saisit l'ARS de ces questions d'addiction, de hausse de prise de psychotropes ? Alors, l'ARS a déjà essayé d'identifier quels étaient à court terme les leviers qu'elle pouvait mobiliser pour renforcer l'offre de prise en charge à partir des éléments qui nous étaient remontés, des établissements, des associations. Donc, on a renforcé au niveau des maisons des adolescents qui existent dans 11 départements en 2020, maintenant on en a 12, mais qui existaient dans les départements, qui sont des lieux d'accueil, d'écoute des jeunes et des familles, pour renforcer le temps d'écoute par des psychologues, des infirmiers, des éducateurs. Comment ça se passe justement ? Parce qu'on peut imaginer, voilà, on a un problème avec un ado, comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à ces lieux ? Il s'y passe quoi ? Alors, c'est une demande de rendez-vous, alors qui peut venir du jeune lui-même, de façon spontanée ou de façon un peu plus programmée par prise de contact téléphonique. Mais il y a des MDA qui accueillent sans rendez-vous et on travaille avec elles pour qu'elles le fassent le plus possible, parce qu'on sait très bien que les jeunes sont aussi dans l'instantanéité et que si on ne répond pas à la demande à un instant T, parfois on risque de rater la demande de prise en charge, ou en tout cas de rater ce moment d'écoute important qui est le premier accueil. Il y a dans les départements, effectivement, ces MDA qui ont des sites internet aussi, qui sont accessibles et qui permettent de renseigner les familles également. Donc il y a des consultations sans ados, des consultations qui peuvent être avec les ados. Les MDA, en fait, s'adaptent, leurs équipes, qui sont pluriprofessionnelles, organisent des consultations qui sont le plus adaptées, en fait, aux besoins de la famille. D'accord. Et beaucoup d'attentes pour avoir accès à ces soins ? Variable, c'est très variable. Ouais, Parfois, il y a très peu d'attentes, mais c'est par contre le relais sur une consultation plus spécialisée derrière. C'est toute l'organisation, et on revient un petit peu sur la question de l'organisation des CMP, comment on organise le primo-accueil, c'est-à-dire ce premier rendez-vous, et après comment on organise derrière des consultations si on identifie qu'elles sont plus spécialisées par un médecin spécialiste, qu'il soit pédiatre, médecin généraliste ou même, bien sûr, psychiatre ou pédopsychiatre. L'accès aux soins, on y reviendra après, mais là, vous vouliez réagir sur ces maisons de l'adolescent ? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Mais sur là, c'est une ressource. Sur l'accès aux soins, il faut quand même préciser que pendant cette période, il y a eu des avancées très intéressantes. Et je pense, alors bien sûr, il y a eu le maintien du lien thérapeutique par la téléconsultation. Il y a aussi des choses qui sont apparues, le fait de pouvoir renouveler son ordonnance directement à la pharmacie sans repasser par un praticien. Tout ce qui a été mis en place, et quand même très rapidement, a participé quand même à faire baisser le stress et des patients et de leur entourage. Et ça a été très, très important. On va parler de la sortie donc du premier confinement. Pour ceux qui souffraient de troubles psychiques, c'était un moment particulièrement douloureux. Alors oui, particulièrement douloureux, parce qu'il y a eu cette angoisse à l'idée d'être contaminé, c'est vrai, quand on a entendu tous les jours ces chiffres qui étaient quand même assez inquiétants,
on a vu des patients qui réclamaient de sortir pendant le confinement, et le jour où on leur a dit « ça y est, vous pouvez sortir », qui ont été pris de peur en se disant « ben non, parce que bon, il y a eu la difficulté pour ce public à gérer quand même les attestations ». Alors ça a été excessivement compliqué, d'autant plus que pour les personnes en situation de handicap, il y avait des dérogations qui étaient bienvenues, mais savoir quand il fallait, quand on pouvait avoir un papier, quand on n'était pas obligé de l'avoir. Arrêté pour cette raison-là. Et cette peur, d'avoir d'être arrêté, ça n'a pas été simple. D'accord. Comment ça s'est passé, cette sortie de confinement? Est-ce que, justement, il y a eu un soulagement ou au contraire, vous avez ressenti chez vos patients un maintien, une stagnation de l'état de santé mentale? Alors, les symptômes étaient là avant. Pas forcément pour ceux qui souffrent et qui souffraient de troubles psychiques. Mais... Je crois que là, il s'est agi d'accueillir ceux qui formulaient une demande de soins. Donc, il y a eu vraiment un afflux de demandes à ce moment-là. Je rejoins ce que dit Madame Aubert. Ensuite, c'était la difficulté d'oser aller vers les soins, d'oser la rencontre, parce que la téléconsultation, on n'est pas revenu à ce moment-là complètement à la normale, mais on a réaccueilli dans les lieux de soins, dans un climat un peu incertain, à la fois au niveau sanitaire et puis au niveau de ce qui était autorisé ou pas. Vous en pensez quoi, la téléconsultation ? Alors ça, c'est quelque chose qui fait débat. Moi quand je dis retour à la normale, vous avez compris que pour moi, la normale, c'est accueillir quelqu'un dans une rencontre physique. Qu'est-ce que ça change entre le médecin et le patient ? Puisque, on comprend bien que là, la téléconsultation en période d'urgence, il y avait au moins ça. Voilà, absolument. Donc c'était mieux que rien. Oui. Mais qu'est-ce que ça change dans la prise en charge du patient ? Moi, je pense qu'il faut imaginer la rencontre avec un praticien, un soignant, comme une rencontre humaine, comme on a tout un chacun des rencontres. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir à qui on a affaire. Et pour se sentir en sécurité, on se réfère à tout un tas de détails qui ne sont pas forcément très explicites. Ça peut être l'attitude, la voix, le regard, la gestuelle, et tout ça est un peu lissé par la rencontre unidimensionnelle avec l'écran. Bon, c'est un moyen très pratique, mais qui annule, qui écrase un peu toutes ces dimensions. Donc moi je suis plutôt partisan de la possibilité d'accueillir physiquement. Et puis il faut le dire, je crois, je ne sais pas si mes collègues seront d'accord, il y a tout un tas de choses que nous, praticiens, repérons grâce à la rencontre physique. Il y a tout un tas d'indices, tout un tas de signes qu'il nous faut connaître pour mieux aider le patient. La téléconsultation, c'était pas si mal pour ces étudiants. Oui, alors ça nous a quand même permis de garder le contact avec nos étudiants. Et ça, c'était très important, d'éviter aussi qu'il y ait moins de recours aux soins, en tout cas qu'on puisse être alerté. Et bien sûr, je rejoins M. Lacoste, ça prive de sens les professionnels, d'une partie de leur sens en tout cas. Ou en tout cas, ça a nécessité, parce que nous, on l'a continué pour partie en 2020, on avait un mode hybride. Ça a vraiment permis quand même que les professionnels s'en emparent, en fassent eux-mêmes un outil qui a ses limites. Donc je pense qu'on arrivera à découvrir quelles sont les limites de la téléconsultation dans tous les domaines, ceux de la santé mentale, de la consultation avec les psychologues, psychiatres ou médecins généralistes. Mais vraiment, ça nous a aidé à atteindre des étudiants qui étaient repartis dans leur famille, qu'on n'aurait pas vu, qui étaient mal quand même, qui avaient besoin de voir quelqu'un. Vraiment, ça nous a rendu de grands services. Donc là, maintenant, je pense qu'on va avoir cette phase un peu de décompression en se disant ok, maintenant on va pouvoir penser cette question de la téléconsultation. Moi, je reste en tout cas persuadée que ça a une vraie utilité pour des questions d'accessibilité territoriale de la santé. Vous partagez cet avis aussi sur la téléconsultation. Alors, tout à fait. Vraiment, la crise du Covid a été un accélérateur sur le champ de la téléconsultation, d'innovation, mais d'accélération, parce qu'on avait quelques établissements qui étaient un petit peu précurseurs et qui utilisaient déjà la téléconsultation pour des patients déjà connus, suivis au niveau des CMP, qui évitent le déplacement du médecin sur le lieu du CMP et qui permet de gagner du temps médical. Donc, mais c'était très peu développé. Et là, du coup, l'usage de la téléconsultation s'est intégré dans les pratiques médicales et le télésoin ensuite également dans le cas des consultations infirmières. Donc
très rapidement, parce qu'en fait, 72% des établissements, on a fait une petite enquête fin avril pour essayer de mesurer justement l'usage de la téléconsultation par les établissements psychiatriques. Et on en avait 72 qui déclaraient organiser de la téléconsultation, soit à partir des CMP, soit à partir des établissements psychiatriques centraux, si je puis dire. Donc un vrai recours, y compris sur la pédopsychiatrie, qui au départ était plutôt en retard. Il y avait pas mal de réticences aussi des professionnels. Et du retour qu'on a eu, c'était aussi que ça a permis à certains jeunes d'exprimer certaines choses dans le cadre d'une téléconsultation qui n'auraient pas été ou qui n'avaient pas été verbalisées de la même façon dans le cadre des entretiens en présentiel. Je pense notamment... Vous pensez aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi les jeunes, finalement cette distance... Créer de la proximité. Créer de la proximité, ouais. Alors, il y a des éléments dans ce sens-là, mais c'est surtout qu'on imagine aussi que certains étudiants n'auraient pas franchi la porte de l'espace santé étudiant, par exemple. Vous voyez, ce mouvement quand même d'aller rencontrer quelqu'un, enfin, c'est une démarche en soi. C'est la rencontre qui est importante, mais parfois difficile. Ouais. Donc voilà, donc je pense que ça a joué aussi dans cet espace-là. Et évidemment, on ne peut pas le mesurer, quelqu'un qui... mais je pense que ça a eu cet effet-là de pouvoir... rendre accessible finalement un soin à des étudiants qui ne l'auraient pas peut-être mobilisés par ailleurs, ou si elles avaient été dans des conditions différentes. Puis il faut bien imaginer que nous, nos étudiants, ils sont tout le temps avec leur téléphone, tout le temps. Alors ça crée des situations ubuesques, d'ailleurs, quelquefois c'est assez drôle, hein, puisque c'était dans des cadres personnels. Ouais, oui, voilà, c'est ça. C'était aussi ça pouvait être aussi un des dangers, finalement. C'est-à-dire qu'il y avait aussi une immersion. Quand la personne vient dans un cabinet de consultation, elle se déplace, elle est plus chez elle, elle est sortie d'elle-même. Ça a une importance, ça, docteur ? Je crois. Moi, je suis d'accord avec le fait que cette distance a permis pour les plus inquiets de la rencontre d'aller vers le soin. Mais je pense aussi qu'il y a besoin de séparer les espaces. Et je pense que ça peut être un peu singulier de voir tout d'un coup le chat de la psychothérapeute passer au moment où on parle, ou de repérer un détail de... On n'avait pas tous des fonds d'écran avec des couchers de soleil. Et voilà. Au départ, tout le monde on était dans nos chambres, etc. Vous dites bien, dans nos vies personnelles, on a bien vu des confusions d'espace complets et une souffrance au bout d'un certain moment, une discussion autour du télétravail, des effets sur le psychisme du télétravail. Donc voilà, il a fallu s'adapter. Sans doute que ça a permis de toucher des gens qui ne seraient pas venus et qui ont eu du mal ensuite à revenir, d'ailleurs. Enfin, on avait établi un contact. Moi, il y a des patients qui ont vu mon visage pour la première fois il n'y a pas longtemps. Et ça c'est quand même étrange. Et oui. Enfin, mon visage, parce que j'ai fait beaucoup de téléphone, j'étais masqué, etc. Ouais. Et là, même ma présence physique. Et finalement, c'est vrai que la téléconsultation... Et moi aussi, les découvrant pleinement. Ouais. Mais finalement, la téléconsultation permettait aussi de ne pas porter de masque. Donc finalement, presque connaître le visage des personnes avec qui on échangeait. Comment s'est passé du côté des patients et des proches ? Alors, pour nous, la téléconsultation, enfin pour nous les proches et l'UNAFAM, c'est très bien en complément. Mais il ne faut jamais que ça soit à la place de ce que j'appellerais la vraie consultation, c'est-à-dire le face-à-face, qui nous paraît vraiment indispensable. C'est vrai que ça a été quand même très très utile pendant toute cette période. Il ne faudrait pas que ça devienne le processus courant. Ouais. Oui, et finalement, une béquille qui pourrait arranger quand on a un problème d'offre de soins. Tout à fait. D'accord. C'est un problème qu'il faut prendre à bras-le-corps. Alors, on va parler rapidement des annonces d'Emmanuel Macron, notamment ces embauches, 800 dans les centres médico-psychologiques. Côté ARS, vous pensez que c'est une mesure qui était indispensable. Ça représente finalement, parce que 800 embauches sur l'ensemble de la France, finalement, ça ne représente pas tant d'embauches que ça dans chacun des CMP. La Nouvelle-Aquitaine pèse souvent 10%, c'est un peu caricatural, mais souvent 10% en fait des mesures nouvelles que l'on a sur les champs de la santé. Donc ce qui fait quand même 80 postes en plus dans les CMP. Il faut comprendre que ça s'inscrit déjà dans une démarche qui avait été de renforcer les activités ambulatoires, dont les CMP qui sont vraiment la structure pivot de l'accès aux soins en santé mentale pour la population.
Et donc, il y avait déjà eu des mesures du Ségur de la santé qui avaient déjà, de façon très concrète, créé 15 postes en Nouvelle-Aquitaine de psychologues qui ont été répartis et qui avaient été priorisés justement sur la pédopsychiatrie, compte tenu des tensions qu'on envisageait bien et des enjeux majeurs de la santé mentale des jeunes. Donc là, il va y avoir des nouveaux postes qui vont être positionnés dans les différents CMP. Il y aura un travail à faire d'organisation aussi au niveau des CMP pour travailler le primo-accueil, l'accès à la consultation, pour qu'on ait des organisations qui soient peut-être plus efficientes et qui travaillent avec les ressources qui existent sur le territoire, notamment les partenariats aussi avec les psychologues, puisque maintenant, l'accès aux consultations psychologiques va être élargi à toute la population à partir de plus de 3 ans. Il y a un problème de maillage sur ce territoire, difficile de trouver des professionnels partout. J'imagine que quand on est proche d'un patient, ça met en colère. Oui, bien sûr. C'est très difficile. C'est très difficile d'abord parce que on tombe dans ces problèmes du jour au lendemain sans du tout y être préparé. Et je crois qu'on peut déjà dire qu'un gros effort à faire, c'est de parler de la santé mentale. C'est d'en informer le plus possible de personnes. Et puis après, on se retrouve confronté à des parcours qu'on ne maîtrise pas. Il y a la sectorisation, il y a l'hospitalisation, il y a l'hospitalisation sous contrainte. On découvre au fur et à mesure des tas de choses. Et c'est vrai qu'on a l'impression de ne plus rien maîtriser. Alors, rien maîtriser, mais est-ce que finalement c'est aussi peut-être un problème d'information, un problème d'accompagnement global C'est un problème d'information parce que quand on vous annonce un diagnostic d'un proche ou quand on vous dit votre proche est hospitalisé, on ne connaît absolument pas du tout comment ça va se passer, d'où ça. On est très très loin de tout ça. Et on est très inquiet. On est plus que très inquiet et c'est renforcé par le fait qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et je crois que vraiment le jour des émissions comme aujourd'hui, ça a aussi cet intérêt, c'est-à-dire de parler de la santé mentale comme d'une maladie comme les autres. Et je crois que plus on en parlera, plus on arrivera à dépasser ces moments que personne ne devrait connaître. La communication aussi, c'est en effet un angle d'attaque indispensable. Oui, c'est des choses que nous avons investies un peu avant le Covid, puisque la question de la santé mentale, donc effectivement, il y a la question de la maladie mentale, mais il y a aussi tout ce pan-là un peu vague et qui constitue finalement ces équilibres que l'on mène les uns et les autres avec notre sphère sociale, émotionnelle, spirituelle, affective, et qui du coup demande aussi à ce que tout le monde puisse considérer la santé mentale comme une question de santé, vraiment une question de santé comme une autre. Alors, je sais qu'on a tous un peu notre formule. Alors, à l'espace santé et à l'université, on a organisé lors des semaines, des quinzaines de la santé mentale qui sont organisées par une association qui s'appelle Psychom parisienne et qui d'ailleurs se déroule en ce moment, un spectacle avec Antonia de Rédinger pour parler du stress étudiant avec 200... Avec l'humour. Et surtout, le levier de l'humour pour parler de la santé mentale. C'est-à-dire, bien sûr qu'on parle d'un sujet qui est grave ou un sujet, en tout cas, qui peut être préoccupant, mais c'est aussi une façon de parler des questions de santé sans déstigmatiser. Exactement, c'est-à-dire qu'on puisse aussi évoquer des questions de santé mentale, d'anxiété ou d'hospitalisation sans que pour autant on ait une aggravation finalement, et c'est ce qu'on appelle la stigmatisation, c'est-à-dire une aggravation de la situation par l'opprobre un peu social ou le tabou qui pourrait exister. Donc un des enjeux avec nos étudiants et l'université, c'est un des grands axes aussi, je pense, des politiques publiques. C'est vraiment de travailler sur la déstigmatisation, l'information, mais aussi avec toute la communauté. C'est-à-dire, c'est pas qu'une affaire de soignants, c'est pas qu'une affaire de patients, c'est aussi beaucoup une affaire de professeurs d'université, parents, salariés, enfin tous, on a quelque chose à dire et en tout cas à comprendre de la santé mentale. Extrêmement difficile de faire changer de point de vue sur cette maladie. Il y a eu tant de choses, tant d'écrits, tant de recherches, mais finalement, on en est encore aujourd'hui à se dire qu'il faut lever ce tabou.
Oui, donc je crois qu'il faut, comme le disaient les autres intervenants, vraiment continuer à parler de la santé mentale et en parler peut-être plus qu'avant. Donc là, il y a une campagne nationale justement qui s'intitule « En parler, c'est déjà se soigner », qui porte bien le message. Donc là, nous sommes effectivement dans le cadre des semaines d'information de la santé mentale. Ce sont des semaines qui tous les ans se déroulent et qui abordent un thème particulier. Cette année, c'est le thème des droits en psychiatrie, les droits ayant été quelque peu malmenés avec la crise sanitaire, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, plus parler, travailler aussi dans les lieux où sont les jeunes, dans les établissements scolaires. On a un certain nombre de programmes de travail sur les compétences psychosociales que vous évoquiez tout à l'heure, qui permettent aussi de donner des outils aux jeunes pour mieux réagir, mieux s'adapter, développer des habiletés sociales et qui participent au bien-être collectif dans un établissement scolaire. Et enfin, vraiment, je rebondis sur le sujet de la sensibilisation de l'ensemble des professionnels du champ social, du champ de la santé, à l'enjeu de la santé mentale. Donc les assises de la psychiatrie et de la santé mentale portent vraiment de façon très intersectorielle. Tous les ministères sont concernés, associés, que ce soit au titre de la médecine du travail, de la médecine scolaire. Bref, à tous les âges de la vie, la santé mentale fait partie. Ce qui va permettre en fait de meilleur dépistage et diagnostic précoce. C'est ça. Il faut qu'on ait ce souci de l'état de bien-être, de l'état de souffrance psychique et de prise en compte des personnes qui ont des troubles psychiques, parce qu'on peut vivre avec un trouble psychique, on peut avoir une vie sociale, on peut trouver un emploi, et il y a le Clubhouse à Bordeaux qui est un bel exemple de l'accompagnement qu'on peut offrir à des personnes en situation de handicap psychique pour qu'elles reprennent confiance en elles et les accompagner vers l'emploi. Donc voilà, c'est important que les professionnels aient aussi ce regard-là qui doit être un regard positif. Oui, on est malade, mais oui, on peut se rétablir, et donc il faut arriver à donner de l'espoir. Alors on parlait du problème du maillage du territoire, il y a aussi un problème financier. Comment est-ce que vous réagissez aux annonces d'Emmanuel Macron, qui propose donc, je le rappelle, 10 séances, dont la première à 40 €, puis à 30 €, donc c'est sur une base de volontariat. Les psychologues trouvent que, évidemment, c'est complètement insuffisant. Est-ce que, c'est toujours bien parce qu'on en parle, mais est-ce que finalement on n'en parle pas encore vraiment bien, et est-ce que cette prise en charge partielle est satisfaisante? Docteur, qui veut bien me répondre à cette question quand même? Vous sentez, on se retient parce que c'est un peu polémique comme... ça peut être polémique. On ne parle pas de politique, on parle simplement des mesures et des effets. Si on est pragmatique, on peut dire que tout ce qui permet d'aller plus directement vers le soin et être accueilli par un psychologue, c'est vraiment du soin. C'est absolument très bien. Après, il y a la question du temps. On n'en a pas trop parlé, mais les troubles psychiques se soignent. Mais il y a quelque chose de la composante temps qui est importante à intégrer. Donc, évidemment, on ne peut pas... je ne pense pas que le président pouvait proposer une aide qui soit extensible le temps qu'il faille, quoi qu'il en coûte. C'est une aide renouvelable, C'est une aide renouvelable. Effectivement, mais sous conditions. Effectivement, alors peut-être que certains me diraient la santé mentale, quoi qu'il en coûte, et il n'y a pas forcément à revenir voir le médecin généraliste pour poursuivre les soins. Oui, c'est ça. Alors le côté aussi prescription, passer par son médecin généraliste pour accéder à un thérapeute, vous en pensez quoi? Je me mets à la place des psychologues, pour eux c'est compliqué. Je me dis que c'est aussi un peu paradoxal au moment où on démédicalise un peu la santé mentale. Et c'est plutôt un progrès de ne pas en faire seulement la chose des médecins. Donc on pourrait dire, voilà. Et là, il y a quelque chose d'un peu paradoxal dans le fait qu'on doit repasser par une prescription médicale. Bon, ceci dit, je crois qu'il est important aussi qu'il y ait du travail en réseau autour des patients. On ne l'a pas dit beaucoup, mais souvent prendre en charge quelqu'un qui a des troubles psychiques, ça se fait rarement avec un seul intervenant. C'est multi-intervenant. C'est comme ça, il faut des compétences différentes, il faut que ces intervenants puissent parler un peu entre eux, recouper leur point de vue clinique pour enrichir la prise en charge.
c'est pas tous les cas, mais il y a beaucoup de cas qui sont ainsi. Et donc peut-être que effectivement, si le médecin généraliste voit le patient et le revoit, ça permet de, si cela est possible, d'établir un lien avec le psychologue, le psychothérapeute qui suit le patient. Alors quand on est proche de patients, on sait combien ça coûte ces prises en charge. Oui, surtout que c'est toujours très difficile de faire comprendre aux patients qu'il existe l'allocation d'adulte handicapé. C'est déjà pas facile d'être malade, mais se faire reconnaître comme handicapé, c'est un pas qui n'est pas su. Bon, c'est pas innocent si entre 30 et 40% des personnes atteintes de troubles sévères et persistants vivent dans leur famille. C'est qu'il y a aussi toute cette partie financière. Je sais qu'il y a des efforts du gouvernement sur la PCH, c'est-à-dire une aide pour aller vers l'autonomie. Mais on manque en France, et ça je crois que tout le monde le reconnaît, on manque de structures qui puissent accueillir ces personnes qui sont malades. Je ne parle pas là des personnes qui commencent à avoir ou qui ont eu des problèmes pendant cette période de confinement. Là, je vous parle des malades qui ont une pathologie sévère et persistante. Nous n'avons pas, nous les familles, ou très peu de structures où ces personnes-là peuvent aller après et être prises en charge parce que, et je reviens sur ce que vous disiez, docteur, la temporalité est importante. Il faut partir du principe que toute cette période, elle sera longue. C'est pas comme avec une radio, on peut dire vous avez mal là, on va l'enlever, ça va guérir. Non, ça prend du temps. Oui, donc finalement, c'est pas comme une aide qu'on peut allouer à des restaurateurs le temps d'un... Pas du tout. On n'est pas sur cette même temporalité, en effet, une prise en charge mais plus vaste. Ça commence à bouger. Moi, je dois dire que cette histoire de la PCH, là, ça fait très longtemps qu'on le réclamait parce qu'il n'y avait pas de raison que les personnes handicapées psychiques n'aient pas le même droit que les personnes handicapées physiques. C'est un combat de longue haleine qui s'est dénoué la semaine dernière à Bordeaux. C'était la première fois qu'on l'entendait. Je dois dire que pour les familles, c'est un grand soulagement. Parce que ça va permettre aussi à ces personnes-là de faire un premier pas vers l'autonomie. La santé mentale comme un problème de santé globale, on l'entend, une piste indispensable, importante. Oui, d'ailleurs, alors vous parliez des annonces, je vais rebondir là sur les annonces des premiers secours en santé mentale. C'est un des leviers, par exemple, pour rendre concret cette question de la santé mentale. On peut en discuter, on peut en parler, on peut être sensibilisé. Donc c'est un des outils de formation pour, par exemple, tout public, un peu comme les premiers secours classiques, et qui vont permettre justement à une communauté qui n'est pas initiée, ou en tout cas qui n'est pas dans le soin, de pouvoir justement... entendre, accueillir, et puis vivre avec et accompagner, c'est-à-dire orienter vers les bons interlocuteurs. Donc voilà, c'est ce maillage aussi peut-être qui peut aider à ce que la santé mentale devienne concrètement quelque chose de plus normalisé, finalement, paradoxalement même presque. Alors on a souvent entendu que cette pandémie avait exacerbé des fragilités qui étaient déjà existantes, notamment chez les étudiants. C'était aussi quelque chose que vous observiez. Problèmes existants de fragilité globale telles qu'on peut les avoir quand on est jeune, mais peut-être dû aussi à la précarité, dû à ces envies de performance. Difficile d'être un jeune aujourd'hui ? Nous, on l'a vu surtout après le deuxième confinement. Là, vraiment, c'est là où on a eu une massification. Donc oui, il y avait des questions de projection dans l'avenir, de performance, surtout pour des étudiants qui sont dans des filières où il y a des fortes exigences, soit parce que ce sont des concours, soit parce qu'il y a une pression intégrée, familiale, académique. Enfin voilà, il y a un cadre particulier et on sait que dans ce type de filière, on a des étudiants qui peuvent être en grande difficulté et je dois dire que ça a fragilisé un peu tout le monde. Donc dans ce contexte-là, oui, on a vu des choses s'exprimer de façon peut-être un peu plus prégnante que les années. Et puis il y a eu un effet de masse en fait. C'est vraiment une question de quantité, c'est-à-dire on a vu beaucoup plus d'étudiants en difficulté santé mentale, mais comme je pense, la population générale aussi. Oui.
Alors, quand on parle de jeunes, on pense aussi forcément à leurs parents. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une crise de la parentalité? Je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas une période qui est aussi difficile pour les parents qui veulent peut-être aussi que tout aille parfaitement bien pour leurs enfants, et du coup, il y a un petit peu un choc des espaces entre le cercle familial où tout est mis sous cloche et puis la vraie vie. Là, on parle vraiment avant le Covid. Hein. Oui, tout à l'heure, on a ouvert sur la question du bien-être. On pourrait peut-être dire qu'il y a une sorte de diktat du bien-être, afin d'acquérir un bien-être. Et il y a un bien-être un peu compétitif. Il faudrait qu'on ait un bien-être meilleur que celui du voisin. Et je pense que les familles sont un peu soumises à tout ça, et les enfants aussi. Il y a quelque chose, je pense, le moment clos du confinement, peut-être a été aussi le moment où le contrôle des parents a augmenté sur les enfants. Alors un contrôle particulier, parce que les enfants étaient aussi, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais ils étaient aussi happés par autre chose qui est le numérique, les écrans, qui s'est imposé comme un moyen aussi de trouver un espace, d'être ailleurs que à l'endroit où on est assis. Donc il y a eu, je pense, des tensions ravivées là, de ce côté-là, une tentative de maîtrise des parents. Et puis, au niveau de la symptomatologie des jeunes, en miroir, on a vu plutôt des choses du côté du passage à l'acte, des choses qui se sont aggravées, et à la fois en force et en précocité. Donc, faire un lien avec le bien-être, la préoccupation des parents, peut-être, mais je pense que les enfants, on répercute sur leurs épaules le poids que les parents ont eux-mêmes dans leur position sociale, dans leur nécessité de s'insérer et d'être performants dans leur vie de tous les jours. Et c'est la place, en effet, ce que vous disiez du bien-être et donc aussi de la souffrance. On en parlait, c'était Boris Cyrulnik qui disait jusque dans les années 70, en fait, la souffrance faisait complètement partie de la vie. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose dont on se dit, finalement, ça ne sert pas à grand-chose de souffrir, donc allons bien. Quoi. Et c'est là où la souffrance psychique nous fait prendre les pieds dans le tapis, c'est-à-dire que je pense qu'on a réussi à s'extraire de la souffrance physique pour la plupart. Il y a dans notre société des gens qui souffrent physiquement, alors à la fois parce qu'ils sont malades, mais aussi du fait de leur travail ou de leur situation sociale. Mais la souffrance psychique, même si on est confortable physiquement, elle s'impose quelquefois. Et on est souvent décontenancé par son apparition. Parce que souvent, elle n'est pas très rationnelle dans son... on peut dire, ma vie est très bien, j'ai tout ce qu'il me faut, et pourtant je souffre. Et donc là, l'homme moderne est un peu déstabilisé par cette persistance de la souffrance. Quels sont les symptômes aujourd'hui qui peuvent alerter sur un enfant en souffrance ? Alors, chez un enfant en souffrance, je pense que c'est des modifications de ses habitudes, de son mode relationnel, de choses autour de la ritualisation peut-être, ou de l'isolement. En même temps, il faut être prudent, parce qu'on est dans une époque où il y a un vrai focus sur la santé psychique, et il ne faut pas non plus que les parents deviennent des sortes de scrutateurs et de médecins bis ou de psychologues bis à essayer de repérer les choses. Chercher la performance. Et puis, il y a des époques de la vie, comme l'adolescence, où il y a des manifestations qui troublent, qui déplacent les limites. Et qui sont indispensables. Et qui sont indispensables et naturelles. Mais souvent, les enfants, quand ils souffrent, alors ils ont des manières à eux de l'exprimer, mais les parents qui sont en lien avec ces enfants, ils le ressentent, ils vivent la souffrance. Et je pense qu'il faut faire confiance au bon sens des parents, où ils sentent que là, ils sont dépassés par leur capacité de s'adapter et comprendre. Et puis, il y a tout l'environnement scolaire qui, maintenant, heureusement, est présent et au plus proche des jeunes. Quand on est proche, finalement, ce qui est important aussi, c'est d'accompagner, d'être avec, c'est-à-dire de ne pas dire tu vas aller consulter, mais on va aller consulter. Il y a les deux. C'est vrai qu'on parlait de temporalité. Il y a un début dans la maladie où on est plus que... on doit accompagner, on doit même porter la personne, parce que c'est compliqué. Et puis petit à petit, il faut aussi
autonomiser la personne, lui dire écoute, maintenant c'est à toi de prendre tes rendez-vous, c'est à toi d'aller. Il faut pas non plus être des parents super protecteurs parce que ça n'arrange personne. Les parents se détruisent et puis ça n'aide surtout pas la personne qui est malade. Comment vont les jeunes aujourd'hui? Je ne sais pas si à l'ARS vous avez des remontées d'informations. Est-ce que ça va un petit peu mieux ou on va d'abord laisser peut-être la parole à Anne-Cécile Raïs? Comment se passe cette rentrée? Alors, je pense que tout le monde est content de se retrouver. Ouais. Les universités ouvertes, les profs, les étudiants. Je pense qu'il y a cette ambiance, quand même, ce terreau qui est réconfortant. Mais on garde quand même un niveau assez élevé de consultation, de préoccupation sur les questions de santé mentale. Donc voilà, on est fortement engagé de toute façon pour continuer les efforts. Je pense que c'est pas quelque chose qui va se tarir tout seul et très vite. Donc c'est une préoccupation de nos partenaires et de notre équipe et même de l'université et des financeurs pour maintenir le soin et en tout cas la discussion et le sens pour la santé mentale. Les signaux sont toujours en alerte? Oui, grande vigilance. Alors, des indicateurs de santé mentale sont désormais suivis par Santé publique France, qui publie périodiquement un bulletin épidémiologique avec un certain nombre d'indicateurs, comme le taux de recours aux urgences pour motifs psychiatriques, et en particulier chez les jeunes. Et on voit qu'effectivement, il y a des passages qui sont encore importants pour ces motifs psychiatriques. Donc, nous, l'enjeu, c'est évidemment, et ça a été dit par rapport à ces indicateurs qui sont assez variables d'un territoire à un autre, de voir comment sur certains territoires, il faut qu'on essaye d'agir plus vite en organisant des moyens spécifiques, comme on l'a fait déjà depuis 2020, en renforçant justement l'activité de liaison aux urgences pour mettre de la compétence psychiatrique, pour aider au diagnostic et organiser surtout la sortie des urgences, le retour dans les familles avec des équipes qui travaillent de façon plus intensive et plus rapprochée avec les familles. Donc on est en train d'expérimenter un certain nombre de dispositifs de ce type pour travailler le retour et sécuriser le retour pour éviter les réhospitalisations. Quelles sont vos impressions respectivement sur cette santé des jeunes aujourd'hui? Vous avez l'impression qu'on est sur une autre phase ou pas encore? Les étudiants qu'on reçoit actuellement, j'ai l'impression qu'ils ont repris leurs préoccupations antérieures. De temps en temps, la référence à la période Covid réapparaît. Il y a quelque chose, un peu d'une blessure, je pense, qui sera là. Oui, alors traumatisme... là, trop loin, docteur, de ça. Pour certains, c'est vraiment le cas, absolument. Ouais. Mais en tout cas, une marque qui est là. La jeunesse a cette capacité de passer au-delà, outre, elle est en construction. Les effets profonds et à terme, ils sont encore à observer dans le futur. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore certain d'être au bout de nos peines. Ce qui est certain, c'est quand on voit cette vague de jeunes enfants, de préadolescents, d'adolescents qui vont très mal, on sait que ce sont des adultes, des futurs adultes qui auront sans doute une trace de ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui, parce que j'ai vu que si on a eu dans son enfance des troubles psychiques, on pouvait, il y avait une diminution du temps de vie qui est considérable. C'est-à-dire que ça agit véritablement sur sa santé globale et sur le long terme. Il faut surtout l'imagine pas. Il faut surtout pas penser à ça. Non, il ne faut pas penser à ça, mais je veux dire, il faut le savoir aussi. C'est-à-dire qu'il y a un capital, un capital de bien-être qui nous suit toute la vie. Bon, après, vous parlez de Boris Cyrulnik, qui est le grand auteur qui a parlé de la résilience. Il dit que tout n'est pas joué. En tout cas, il y a cette capacité dans l'humain de faire quelque chose, de transformer, même des choses difficiles, même des choses lourdes, voire traumatiques, en quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas, ça créera peut-être plein de vocations chez ces jeunes. On manque de professionnels.
Oui, dans certains lieux, dans secteur, on ne peut pas dire que la France est sous-dotée en psychiatres. Je sais que ces propos risquent de heurter peut-être, mais par rapport à d'autres pays, on a un taux d'équipement en psychiatre qui est relativement important, même beaucoup plus important. En revanche, effectivement, ça interroge l'organisation en fait des soins, les complémentarités et les coopérations entre les professionnels de santé, notamment les infirmières. Comment on peut déléguer ou pas des tâches à des professionnels de santé. On a les infirmières en pratique avancée qui sont en train de se déployer, qui doivent permettre de travailler à une coordination des soins en lien avec le psychiatre et toujours sous l'autorité du psychiatre, mais qui doivent permettre de faciliter et de fluidifier l'organisation des soins Alors comment dans les territoires. Faire pour... ça a été, il y a eu diverses tentatives dans l'histoire, mais comment faire pour pousser ces professionnels à aller dans ces zones, ces déserts médicaux? Il y a un moment donné, il y a des décisions qui doivent être prises pour venir en aide à tout le monde. C'est encore trop polémique, personne ne veut répondre. On se heurte à ça depuis des années. Bien sûr. Bon, il y a l'organisation du système de santé où les hôpitaux sont dans les lieux, dans les départements où il y a des métropoles. Ils sont dans les métropoles ou en proche périphérie. Mais je ne sais pas, comme les profs, par exemple, on pourrait dire, en début de carrière, voilà, il faut passer par ces zones qui ont besoin. Oui, non, mais c'est toute une organisation. Vous seriez prêt Allez, je suis trop vieux, moi. Bien joué. Mais non, mais je pense que, enfin, si on pense à, comment dire, pour parler de ma discipline, enfin de mon métier, nous, les médecins, on est formés par l'État, par le public. Donc, d'une certaine manière, on a des études qui sont gratuites, même si ça se modifie un peu actuellement. Eh bien, on pourrait dire qu'il y a un retour de service à la nation en allant soigner. Bon. Ce qui est compliqué, c'est que, par exemple, en psychiatrie, je pense que les jeunes psychiatres, ou je pense aux jeunes professionnels, jeunes infirmiers, jeunes psychologues, d'une certaine manière, je pense qu'ils ont l'impression d'être déjà au front, tout en travaillant dans une métropole. Alors peut-être qu'on pourrait leur dire qu'en se dégageant de ces points de tension que sont devenus les métropoles, peut-être qu'ils auraient un autre exercice. Ouais. Mais c'est peut-être un effet du Covid. Tout le monde a envie de se mettre au vert depuis... Enfin, en tout cas, avait envie de se mettre au vert quand il était confiné dans son 3 pièces, sans jardin. Ça va peut-être du coup arriver de cette façon-là. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission indispensable. On a peut-être des numéros de téléphone d'urgence à rappeler. Je pense notamment au 31 14, ce numéro d'appel qui est disponible 24 heures sur 24 en cas de risque de suicide. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci.